Maurice Vincent, bonjour, bienvenue Bonjour. sur Radio Gaga. Je rappelle que, ancien professeur d'université, vous avez présidé l'université Jean Monnet de Saint-Étienne. Vous avez été aussi maire de Saint-Étienne, sénateur. Et est-ce que vous présidiez l'intercommunauté qui n'était pas encore une métropole à l'époque? C'était une communauté d'agglomération. Communauté d'agglomération. Alors après, il y a eu l'étape suivante de communauté urbaine, puis de la métropole aujourd'hui. Alors, la raison de votre invitation, c'est que vous venez de publier un véritable pavé, hein, dont vous allez nous donner le titre, oui, un gros livre. C'était pas du tout péjoratif dans mon expression. Donnez-nous le nom de l'éditeur et puis le titre. Donc c'est un livre qui s'appelle Saint-Étienne face à l'adversité, Ouais. et qui est édité dans une maison d'édition qui s'appelle le Publish Room Factory. C'est une auto-édition accompagnée en quelque sorte, parce que c'est vrai que le livre est assez épais et que pour une édition traditionnelle, je pense que ça aurait été peut-être un peu lourd. Est-ce que vous n'auriez pas dû mettre un S à adversité face aux adversités? Parce que si le livre est aussi épais, il y a peut-être des chapitres qui sont consacrés à des volets économiques. Peut-être vous qui avez été passionné aussi de football, les difficultés. Je suis toujours passionné, oui. L'ASS. Oui, c'est l'adversité au sens général, et vous avez raison, c'est un terme générique qui recouvre plusieurs formes, plusieurs types de difficultés qu'a rencontré notre ville et notre métropole. Adversité économique, je crois que tout le monde la connaît. Ouais. Hein, il y a un chapitre qui est consacré. Manu France, puis Casino, voilà. Il y a eu des épisodes. Donc c'est une période qui va de 1975 à 2020. J'explique que pour moi c'est une période qui a une certaine unité après les 30 Glorieuses et avant le Covid et les guerres qui viennent de se déclarer et qui, à mon avis, changent les choses, y compris pour notre territoire. Et plusieurs types d'adversité, c'est vrai, parce qu'il y a aussi un phénomène qui a beaucoup pénalisé, notamment Saint-Étienne et les villes-centres, comme Saint-Chamond, Rive-de-Gier. C'est le développement de la maison individuelle et de nouveaux modes de vie. Ces modes de vie ne sont pas très favorables aux villes industrielles anciennes. Elles sont plus favorables aux périphéries. C'est une adversité qui est liée à l'évolution des modes de vie, bien sûr. Qui bénéficient plus aux couronnes verdoyantes, on va dire, plutôt qu'aux villes-centres et aux quartiers anciens. Alors une ville qui vivait aussi beaucoup d'abord des mines, dans un passé un petit peu plus lointain, puis un passé industriel, on a cité tout à l'heure Creuse-Loire, mais Saint-Étienne aussi avait de très grosses entreprises en métallurgie, en ferronnerie, dans d'autres domaines. Je crois qu'un des termes que vous avez employé dans le livre, sur le résumé que j'avais reçu, mosaïque. Qu'est-ce que vous entendez par là? C'est une fragmentation de la société, ou est-ce que c'est uniquement sur l'aspect économique? Non, c'est pas spécialement là sur l'aspect économique, c'est sur l'aspect plutôt sociologique. Il y a un chapitre qui traite de l'évolution sociologique et un autre sur l'évolution démographique. Et si vous voulez, c'est pour signifier, parce que dans notre souvenir collectif et notre imagerie, notre vision encore collective, l'idée d'une grande ville ouvrière à Saint-Étienne a persisté. Alors, je veux, avec cette expression ville mosaïque, souligner que ce n'est plus le cas aujourd'hui et qu'il faut l'accepter, parce qu'on a été une grande ville ouvrière. Il y a encore une partie de la population ouvrière qui est importante à Saint-Étienne, un peu plus importante que dans les autres villes de France, mais pas tellement. Pas tellement. Donc c'est une ville mosaïque de catégories sociales. Il y a des ouvriers, mais il y a des employés, il y a des cadres moyens, des cadres supérieurs, donc une beaucoup plus grande diversité que par le passé. Et c'est une mosaïque de population, parce que les strates d'immigration successives se sont enracinées dans la ville, dans divers quartiers, dans diverses rues parfois. Et il y a un véritable mélange de populations qui en fait une mosaïque de quartiers, de professions, et de population par leur origine. Donc c'est aujourd'hui ça, Saint-Étienne, il faut le prendre en compte tel qu'elle est, et pas... il faut respecter, dans la nostalgie, il faut respecter le passé, et il faut, je pense, le commémorer, vous avez raison, les mines, les grandes industries, mais aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai utilisé cette expression, pour dire maintenant, c'est un peu différent, et il faut en tenir compte. Alors juste un exemple de commémoration du passé, j'ai reçu un communiqué. À Saint-Étienne, un collectif de restaurateurs a été créé. Il y a déjà 18 adhérents, il y en a d'autres en vue. Et ils vont faire un repas spécial Sainte-Barbe. Donc vous voyez les traditions du passé économique. Mais la Sainte-Barbe, c'est toujours une fête très importante à Saint-Étienne, et c'est très bien. Hein, ça,
Alors on va parler peut-être un petit peu de positionnement politique. Vous avez adhéré au mouvement de Bernard Cazeneuve, parce que vous avez été déçu qu'il ne puisse pas accéder à Matignon. Je rappelle que son mouvement s'appelle Convention. Oui, j'ai adhéré au mouvement de Bernard Cazeneuve, la Convention, donc qu'il a lancé il y a 2 ans, pour une raison simple. Bon, c'est pour moi quelqu'un qui s'inscrit dans la gauche de gouvernement. Social-démocratie. La social-démocratie, qui a toujours été mon courant de pensée. Et puis, pour moi, c'est le seul homme d'État. Aujourd'hui, je le dis comme je le pense. Alors, il y a certes François Hollande, mais François Hollande, je crois, a exercé des responsabilités. Revendique aussi de social-démocratie. Oui. Il souhaite, il l'a dit, un congrès extraordinaire du PS pour... Oui, c'est vrai. Moi, personnellement, je pense que pour ce qui concerne François Hollande, qui a eu de très très hautes responsabilités, je pense que ces témoignages sont extrêmement importants, mais que dans une perspective d'avenir, il me semble que c'est plutôt Bernard Cazeneuve qui, dans ce rôle-là, représente je crois, une possibilité d'avenir, un espoir pour la gauche de gouvernement, pour diverses raisons, parce que il n'a pas exercé, lui, les responsabilités présidentielles, mais il a exercé de très hautes fonctions, et il représente aujourd'hui, me semble-t-il, il possède toutes les caractéristiques, un programme économique et social, une vision de la société autour du rassemblement de notre pays sur des valeurs de laïcité, de justice sociale, de solidarité, de développement économique aussi, qui me semble être décisive pour notre avenir quand cet avenir se jouera, c'est-à-dire en 2027. Bien sûr. Soyons clairs. Certes, la période actuelle est compliquée et importante, mais l'avenir de notre pays se décidera, à mon sens, à l'élection présidentielle de 2027. Et j'espère qu'à ce moment-là, il y aura un mouvement suffisamment fort pour porter Bernard Cazeneuve au pouvoir. Alors, il y a lui, puis il y a d'autres exemples aussi de social-démocratie. Il y a M. Glucksmann, il y a Carole Delga, qui a été brillamment élue. Je crois que ça a été la mieux élue des présidentes et des présidents de conseils régionaux. Le maire de Saint-Ouen qui a aussi créé son propre mouvement. À l'intérieur même du Parti socialiste, il y a 2 courants majoritaires quand on les additionne. Ils représentent, je crois, 52% de la tenue. Est-ce qu'il faut aujourd'hui redonner un peu cette histoire au Parti socialiste, qui a quand même sauvé effectivement un groupe parlementaire en s'unissant avec LFI. Aujourd'hui, on voit avec une montée quand même de l'antisémitisme et tout, et du communautarisme incarné par Jean-Luc Mélenchon, que ça risque d'être une impasse pour l'avenir. Oui, moi je pense que la voie qui a été suivie par le Parti socialiste jusqu'à présent, qui est de suivre Jean-Luc Mélenchon, est une impasse pour les raisons que vous avez évoquées, et puis parce que Jean-Luc Mélenchon surjoue même une radicalité politique et un populisme qui ne peuvent conduire que dans le mur et, de mon point de vue d'ailleurs, in fine, bénéficier au Rassemblement national. Donc c'est pour cette raison que je ne le suis pas là-dessus, que je pense que le Parti socialiste fait une erreur. Moi je ne suis plus membre du Parti socialiste depuis longtemps. Et par rapport aux autres personnalités qui représentent toutes des talents incontestables, place publique, oui, tout à fait. Oui. Je pense qu'aucun n'a l'expérience et la capacité de Bernard Cazeneuve pour prétendre à la fonction de président de la République, qui exige dans le monde que nous connaissons, qui est un monde de guerre et d'internationalisation des guerres, qui exige véritablement une expérience du pouvoir que Bernard Cazeneuve est le seul à avoir. On a cité son mouvement, Convention. Alors vous êtes le représentant départemental, est-ce que ça commence à se structurer comme le font d'autres formations politiques relativement récentes et jeunes? Oui, c'est un mouvement qui se structure depuis environ 1 an et demi, avec des représentations départementales partout en France. Nous sommes, moi je suis le référent, mais je ne suis pas le seul d'ailleurs. Laurence Juban est également référente. D'accord. Nous sommes en binôme pour le département, et nous continuons à nous structurer, nous développer autour finalement des socialistes, des radicaux de gauche et de nombreuses personnalités qui jusqu'à présent n'étaient pas impliquées dans le mouvement politique, mais qui sont attachés à l'esprit et au projet d'une gauche de gouvernement, qui ne peut pas donc être une gauche de la radicalité et de l'exclusion des autres, et finalement une gauche de confrontation, comme vous le disiez, sociétale, qui de notre point de vue conduit à un impasse. Donc il faut un autre projet, et nous pensons que Bernard Cazeneuve est mieux placé pour le porter.
Alors difficile de ne pas parler avec celui qui a été maire de Saint-Étienne du scandale qui occupe l'actualité depuis 2 ans et aujourd'hui même très précisément, puisqu'on est le 26, 2 mois complets, ce qu'on a appelé le scandale de la sextape stéphanoise. Alors ça perturbe les relations Lyon-Saint-Étienne, on le sait, c'est très mauvais, plein de dossiers prennent un retard énorme, notamment au niveau de la métropole, puisqu'il y a une vice-présidente qui fait ce qu'elle peut, mais un président, entre guillemets, je le mets en retrait total, et qui est quand même omniprésent, tant pour signer que pour prendre tout seul des décisions. Par exemple, tout récemment, le maire d'Unieux, qui est aussi vice-président, a dénoncé la nomination, sans en parler à aucun des 53 maires et des vice-présidents, d'un nouveau directeur général adjoint. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ce scandale qui dure quand même depuis très longtemps et du fait que ce retrait total n'a pas de sens? Alors c'est vrai que juridiquement, ça n'existe pas, mais il aurait pu avoir un autre comportement. Si vous voulez, cette situation est concernante depuis le début. Elle a été révélée en 2022, mais en fait, on a appris qu'elle durait déjà, par Michel des faits qui Ferrier, duraient depuis très très longtemps. Donc c'est une situation concernante et qui bloque aujourd'hui, depuis 2022, si on rajoute le Covid. L'action publique de Saint-Étienne et de Saint-Étienne Métropole est entravée finalement depuis 4 ans. Et l'attitude, le positionnement qui a été pris par M. Perdriau de ne pas de ne pas démissionner de ses mandats. Moi, je pense qu'il aurait dû municipal et métropolitain. Absolument. Il a droit à la présomption d'innocence. Ça, c'est un point très important de notre droit. Mais je pense que la solution, c'était qu'il démissionne et qu'il reste conseiller municipal et conseiller métropolitain avec l'engagement de sa majorité de le remettre en place dès lors l'opposition, comme Pierrick Courbon, n'est pas du tout hostile à cette solution. C'est quand même la majorité qui a la possibilité d'élire qui élit le maire et qui élit à Saint-Étienne Métropole la gauche à sa position. Et donc, c'était pour moi la seule... Donc il n'a pas choisi cette voie. Et là, nous avons donc ce que vous expliquez très bien, c'est une confusion totale entre quelqu'un qui reste formellement maire et président avec les pouvoirs qui sont attachés. Et qui surcommunique en plus. Absolument. Et puis une communauté, notamment dans la métropole, qu'il a désavouée, puisqu'il y a eu dans la métropole, il a eu les 2/3 des élus qui ont voté pour sa démission. Donc là, pour moi, c'est quelque chose. Alors, par rapport au livre, justement, si vous voulez, moi je m'arrête en 2020. Mais je voulais aussi souligner que dans cette période 1975-2020, avec les difficultés qu'a traversé notre agglomération, j'ai essayé de mettre en valeur l'ensemble des actions publiques qui ont été conduites sur cette période, avec des succès et des échecs, avec les différentes municipalités qui sont succédées, de Sanguedols à Perdriau, en passant par Dubanchet, Thieulière et moi-même. Il y a des points quand même positifs qui ont été réalisés, qui je pense peuvent être portés au crédit de l'action publique des élus et de l'État, qu'il ne faut pas oublier. Oui, il y a une structure d'État, l'EPAS aussi. Absolument. Et je me suis arrêté à 2020 pour des raisons de cohérence, mais c'est vrai que ce qui se passe, c'est un hasard, ce qui se passe depuis 2020 au niveau de la métropole stéphanoise est consternant, parce que c'est en rupture avec tout ce qu'on a tenté de faire pour relever le gant, si j'ose dire. Encore une fois, avec des échecs et des réussites, et puis des oppositions, en choix politique de gauche, de droite, qui sont réels, mais qui ont, me semble-t-il, apporté sur le long terme quand même un certain nombre de résultats. Et là, c'est une métropole à l'arrêt, et c'est terrible, je crois, pour tous les élus, pour le monde socio-économique aussi. Absolument, les élus, et puis pour tous ceux qui s'intéressent à notre ville et à notre agglomération. Alors on arrive à la conclusion. Est-ce que vous avez été présent à la fête du livre ? Alors je vais toutes les années à la fête du livre en tant que Stéphanois, bien sûr. Non, j'étais pas présent en tant que. Est-ce que vous avez des séances de dédicaces qui sont prévues qu'on peut annoncer à nos internautes ? Pas encore, parce que le livre a été. On les annoncera sur notre site internet. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie. Il est normal que je n'ai pas été présent à la fête du livre, parce que mon livre est sorti vraiment au bon moment, donc c'était trop court, et donc il n'y a pas d'autres observations à faire. Il va être disponible il était déjà disponible à la librairie de Paris il y a quelques jours. Je pense qu'il sera disponible dans les autres librairies stéphanoises dans les jours à venir, dans les semaines à venir. Et puis il est sur tous les sites des libraires, accessibles en ligne, des libraires indépendants et puis des réseaux plus importants
comme la FNAC ou d'autres, enfin, des réseaux classiques de distribution des livres, et chez l'éditeur qui s'appelle Publish Room. Donc, voilà. D'accord. Peut-être terminer, ceux qui veulent vous suivre, y compris sur le développement du mouvement Convention, vous avez une page Facebook, vous avez un blog, Alors, vous vous exprimez quand même assez régulièrement. Voilà, je continue à m'exprimer essentiellement sur les réseaux sociaux, Oui. sur Facebook, Oui. LinkedIn et Twitter. Enfin, X maintenant, ouais, voilà. ça s'appelle X. Oui. Et j'essaie de relayer effectivement mon action en faveur de Bernard Cazeneuve et de temps en temps mes points de vue aussi sur ce qui se passe dans la ville et la métropole. Et sur X, c'est pas du tout pour soutenir Donald Trump. Non, pas du tout, oui, c'est vrai. Voilà, merci beaucoup, Maurice Massin, merci beaucoup d'être venu sur Radio Vega, vous exprimer et nous présenter votre ouvrage. Merci beaucoup.